Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King Energy, actu particulièrement chargé. Bonjour le King, comment ça va? Salut Guillaume, comment vas-tu? Moi je vais bien, moi. Ah bah ça va très bien, écoute, RS3 s'est très très bien passé, on va commencer par parler de ça, ensuite on va parler de l'UFC 271, donc RS3, Dôme de Paris, il y a encore eu pas mal de combats ultra excitants, seulement deux décisions, toi globalement, qu'as-tu pensé de cette grosse soirée? Satisfait. Vraiment satisfait. Je n'ai pas souvent l'habitude enfin, je fais attention aux déclarations dithyrambiques des personnes avec lesquelles enfin, la politesse veut qu'on se dise souvent des bonnes choses. Mais là, c'est beaucoup, beaucoup de bonnes choses quand même. On sent qu'il y a quelque chose. Et puis, c'est palpable de voir la salle pleine comme ça, de voir ces combats qui s'enchaînent. Et moi, je suis un gamin. C'est que je fais ce boulot, je le ferai pour gratuit tellement je suis un gamin, je kiffe, quoi. J'ai l'impression que je suis dans une boutique à jouer, et je kiffe, voilà. Enfin, j'étais fou. Il y a quelques clichés, on me voit perdu, où je perds mon sang-froid et je suis en mode, oh, c'est vraiment, enfin, les combats se sont enchaînés à une vitesse incroyable, avec un très gros rendu. Au niveau de la production, moi, j'ai revu en retour, c'était plutôt beau à voir. Il y a beaucoup de choses à améliorer, il y a des choses encore qu'on peut faire avancer, mais globalement, c'était bien. On a eu du mal à démarrer avec une commission, enfin des juges très, très exigeants. En gros, là, si vous avez remarqué qu'il y avait une dizaine de minutes de battement entre le moment où le premier Cordozo, le Brésilien, devait rentrer et le début du fight, c'est parce que Matt Godard, qui est le chef des juges et des arbitres et tout, avait bloqué en disant qu'il fallait qu'il ait la confirmation que les deux ambulances étaient bien à l'extérieur de la salle pour être sûr que s'il y avait le moindre incident, il était dans le clou, il avait le droit de faire l'événement. Et donc, du coup, on n'a pas démarré parce qu'il n'y avait pas le retour des ambulanciers. Dès qu'on a eu le retour confirmé, le combat a pu démarrer. Et ça fait du bien d'avoir des gens comme ça, comme Marc Godard, arbitre à l'UFC, l'un des meilleurs au monde, qui est là et qui est garant de la sécurité des athlètes. Du coup, ça démarre avec Cordozo contre Alpha Sissoko. Gros combat. Euh, je n'ai pas reconnu Ahmed Korchi. L'arbitre Ahmed Korchi, pour moi, est l'un des meilleurs arbitres qu'on ait en France et probablement l'un des meilleurs au monde. Et il n'a pas été bon. Voilà quoi, il sait que je l'aime bien. C'est un ami, mais non, il n'a pas été brillant ce soir-là parce que sur le combat, notamment de Alpha contre Cordozo, Alpha est sur les fesses. Cordozo le tient au sol et il va demander à Cordozo de faire une action, quoi. Il va lui dire do something, do something. Mais le gars était juste en soumission. Il était sur une soumission connue qui s'appelle comment, Vassili Chokbar. C'est du nom du samboïste Vassili Chok. Et cette soumission-là, c'est une espèce de clé de genou, mais qui se fait avec les deux jambes. Et le gars est en train d'essayer d'appliquer sa soumission sur Alpha Sissoko et on va le sortir, le relever de cette soumission. Enfin, et encore, on a eu la chance d'avoir des gars très polis, très. Et donc, tout de suite, Ahmed lui dit c'est moi qui dirige et tout, tu la fermes et tout, tu ne dis rien, c'est moi qui dirige. Mais je l'ai trouvé moins brillant que d'habitude, Ahmed, sur ce coup-là. Je pense que le plus important, c'est que ce soit une mauvaise journée. Il y a des journées où je coach mal, et puis il y a des journées où je coach bien. Et là, c'était pas la bonne journée pour lui, je pense, puisque sur le deuxième combat également, il a refait encore ce que je considère moi comme étant des erreurs, c'était sur le combat de Mraz contre Abdouvi Avoubi. C'était là, enfin, pour le coup, on aurait bien voulu qu'il remonte le combat aussi vite qu'il a remonté le premier, mais là, ça ne remontait pas beaucoup. Et puis, très rapidement, il retire un point et dans la foulée, dans le même round, sans stopper le combat, il retire un deuxième point. Je ne sais pas, je pense que Ahmed était sous pression, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est pas.
Mohamed assez lucide que je connais d'habitude. Donc, voilà. Mais sinon, les combats s'enchaînent et entre les deux combats que je viens de citer, il y a une révélation. Ouh là 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 là. Ok. Il y a une révélation. C'est que moi, j'ai arrivé avec un combat avec quelqu'un que je trouve, une jeune fille que je trouve brillante. Je parle d'Iris Mahamozet. Je la trouve très talentueuse, je la trouve brillante. Elle a fait une belle entame de combat. C'est le cas de dire un corps bien fait, un cerveau bien fait. Vous avez vu un peu son embedded où bah, c'est une jeune fille qui fait juste, qui est sur de la physique quantique et qui étudie à l'école normale supérieure. Et donc, du coup, il y avait une très belle storytelling pour elle. Et elle va affronter une fille qui s'appelle Alessandra Tekena, un bordel, un problème. Un problème. Elle est arrivée très stoïque, très calme, très posée. Elle a pris une tempête, elle a essuyé une tempête au début parce que des très beaux combos de la part d'Eris, des très beaux combos qui finissent en jambes et tout. Et tout de suite, elle a pris la mesure. Et elle a été très dure. Vraiment extrêmement dure. C'est un triple crochet suivi d'une droite qui a juste fait, qui a envoyé directement Iris au tapis. Bien plus peur que de mal, puisque juste après, je l'ai appelée Iris, et puis, bon, ça va, elle va bien. Il y a la défaite qui est difficile, mais elle va bien. Et puis, impossible de résister pour moi. Pour moi, c'était évident qu'à partir de ce moment, on avait une challengeuse pour le chaos de la soirée. Et effectivement, à la fin de la journée, on avait deux chaos qui étaient très importants. Le chaos de Muslim, qui est un magnifique chaos aussi, où il va chercher, il va marcher sur la cage, il met un crochet, ensuite il revient avec un crochet de l'autre côté, là, un chaos, beau chaos, mais qui n'était pas aussi construit, qui était plus comme un Lucky Punch, et alors qu'on a vu dans Alexandra Tekena que le chaos était salement construit. C'était une constance, une précision. On parle d'une fille qui fait son premier combat d'MMA. Et c'est ça que j'aime sur Arès, c'est que on vend des primo combats, mais qui sont des dangereux combats. Ce combat-là aurait eu place à l'UFC, on n'aurait pas été choqué. C'est ça. Il y avait tout. Il y avait, voilà, quoi. Il y avait la fraîcheur, la jeunesse, la technique, la précision, la puissance. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on est chez les flyweight et qu'il y a des poids lourds qui font un combat entier et il n'y a pas de KO, et il y a les flyweight qui sur une droite va coucher l'autre. Enfin, c'est phénoménal. Et donc, oui, pour moi, c'est une révélation. C'était easy de déclarer qu'elle était la gagnante de 10 000, de 10 000 euros pour le chaos de la soirée. C'était easy. Et puis, voilà. Parlons quand même aussi du combat de la soirée. Il y a eu Yacine Bouganem contre Jackie Jeanne. Tous deux sont repartis avec le bonus de 10 000 euros. Le favori du public, le favori même au global, c'était Yacine Bouganem, mais il est tombé sur un Jackie Jeanne qui a laissé passer l'orage. Mais quel orage! C'était la folie ce combat là aussi. Je pense que Jackie Jeanne a vu la mort. Je pense sincèrement qu'il... Bon, son discours était assez sûr de lui parce qu'il était délivré de cette tortue qu'il a vécue parce que je pense que durant la préparation, quand tu sais que tu vas affronter Yacine Bouganem, tu peux dire ce que tu veux, tu es sous pression. C'est chaud quand même. Et effectivement, il a validé que c'était chaud dès la première minute. Dès la première minute, il a vu la mort littéralement. Enfin, j'ai jamais vu un mec qui rend quasiment ça, quoi, 20 cm, je ne sais pas quelle est la différence de taille entre les deux, mais qui va perforer la cuirasse et aller passer le coup de coude à l'intérieur. C'était phénoménal ce qu'il a fait, Yacine Bouganem, d'une agressivité incroyable. D'ailleurs, j'ai été surpris que ce soit Abdul qui prenne l'agressivité de la soirée parce que vu l'agressivité que Yacine a mis sur le premier round, ça se joue entre les deux. C'était ultra agressif et c'était très bien. Je parle du côté offensif, le fait d'aller chercher tout le temps systématiquement à finaliser le combat, à avancer, aller chercher une soumission, une amenée au sol, un KO, c'était vraiment terrible. Et ensuite, on a Jackie qui subit, qui encaisse, et puis au bout d'un moment, vers la fin du round, il renverse la vapeur. Et là, il va goûter un peu le truc de prendre l'ascendant et de voir
Yacine sous les cordes. Et quand il voit ça, il revient gone blaze. Il revient énervé sur le deuxième round. Et moi, c'était juste un kiff. C'est pas possible. Quand tu te retournes et que tu vois 3000 personnes en folie, t'es énervé. C'est un sentiment quand tu l'as jamais fait, tu comprends pas ce que c'est. Mais quand tu sais que ton équipe et toi, vous avez réussi à réunir, vous avez réussi à faire le plein d'une petite salle comme ça et que les personnes sont juste se barrer en live. C'était plus contrôlable. Tout le monde était debout, c'était une folie. Et obligé que ce soit le combat de la soirée. Obligé, c'était terrible. C'était Fast and Furious. Le truc a fait moins de 7 minutes, mais c'était terrible. Euh, et, euh, et donc voilà, je remercie beaucoup ces deux athlètes qui ont un grand avenir. Je pense que les deux sont encore super frais. Et 28 at- est-ce, faut rappeler ça. pardon, et est-ce qu'on pourrait revoir d'ailleurs Yacine Bouganem à Arès malgré son 0-1 là où tu te dis, bon, il va Mais tu, revenir? mais tu rigoles en fait. Tu dis, est-ce qu'on pourrait, faut pas abuser. Nos athlètes sont signés sur des longs contrats. Yacine a encore 3 combats sur son contrat. Pour, enfin, il n'y a aucune raison qu'on ne le voit pas. Il est en plein développement. Il a 28 ans. Il est encore en plein développement. Et puis, il va apprendre. Et puis, il va mieux être entraîné. Et puis, il va arriver mentalement mieux préparé. Et puis, on va aller jusqu'au bout. Non, je n'ai aucun doute là-dessus qu'il reviendra très fort. Le but, c'est de développer des athlètes. Le but, c'est de faire comme le Contender Series fait. Tu vas au Contender Series, tu perds un combat. Bon, tu n'as pas le contrat de l'UFC, mais tu restes là, on te redonne une autre chance. Des fois, même, tu gagnes un combat au Contender Series, mais on te redonne une autre chance, tu redonnes une autre chance. Du développement, c'est vraiment un programme de développement. Reste, l'idée, c'est de donner la plateforme à des jeunes qui sont les futurs champions de l'UFC un jour et qu'on va développer pendant un certain temps avant de les libérer. Donc, c'est sûr, voilà quoi, c'est sûr que Yacine refera des combats sur Arès et que bien entendu, Jackie va passer à un autre stage. Quoi. Il va devoir affronter quelqu'un légèrement plus expérimenté, légèrement plus fort que Yacine Bouganem. Alright, alright. Et il y avait aussi un choc entre Oumar Sy et Paulin Béguep. Oumar Sy, qui est signé par le KSW, qui avait selon toute vraisemblance la permission d'un seul combat. Après ce qui s'est passé, sa victoire donc par décision unanime, bah on a peut-être envie de le revoir en France une nouvelle fois. Absolument. J'ai beaucoup aimé. C'est l'un des combats sur lesquels je mettais beaucoup d'espérance. Alors, le combat a tenu, non, je ne vais pas dire ça. C'est pas ce que je pense. Le combat n'a pas tenu ses promesses exactement. Le combat était un combat correct pour des personnes qui sont super fortes, mais qui se sont annihilées et non pas. Et du coup, il n'y avait pas les bombes dont j'aurais. Moi, je m'attendais à voir un combat où Marcy allait déballer enfin, des grosses bombes et tout comme il sait faire, et qu'on aurait de l'autre côté euh, Béguet Paulin qui aurait essayé de tempérer le truc, calmer les assauts pour l'amener en eau profonde et dans la durée aller gagner le combat. J'ai eu une configuration qui était différente. J'ai eu un Oumar Sy qui a montré qu'il était bivalent et qu'il était capable d'être un knockout artiste, mais aussi d'être quelqu'un qui est bon en grappling. Il a assuré pas mal d'amener au sol, même s'il n'y avait pas de la... Il n'a pas eu du succès sur la finalisation, mais il a essayé. Hein. Il a essayé un triangle, il a essayé une clé de talon, il a essayé. Par contre, du côté de Paulin, j'ai eu beaucoup de passivité. Ça ne ressemblait pas au Paulin que je connais. C'est-à-dire que le grappling de Paulin est beaucoup plus agressif que ça. Paulin est quelqu'un qui est très bon sur la baseball shock, notamment. Je l'attendais sur la baseball shock quand il était amené plusieurs fois au sol. Je l'attendais sur la guillotine parce qu'il est une méchante guillotine. J'ai été surpris qu'il soit juste en mode je défends la menée au sol, je veux remonter. Et c'est ça qui est quelque chose de l'incertitude qu'on a avec les gros événements. C'est là où tu te dis aussi, arrête, peut-être ça met une certaine pression aux athlètes quand même, parce que je ne suis pas reconnu. Le même discours qu'il a eu d'ailleurs, Omar a dit, désolé, et pourtant, moi je trouve qu'il a fait un très bon match, Omar. Mais Omar a dit, bon, j'ai combattu avec quelqu'un qui était beaucoup moins expérimenté, j'espérais, j'avais mis une stratégie en place pour finaliser le combat et je n'ai pas pu et je suis un peu déçu.
Je pense que Arès apporte une certaine pression parce que tu combats chez toi à domicile, il y a ta famille qui est là, il y a tes amis. Et c'est un vrai challenge, même si c'est très difficile d'avoir les gens qui t'entourent, qui sont là pour t'encourager, c'est aussi une grosse pression. En tout cas, c'est un combat que j'ai apprécié, mais effectivement, je m'attendais à beaucoup plus en termes de taxes. Enfin, je pensais qu'il pouvait être le combat de la soirée. Et puis, il y a eu ça se voit que les deux athlètes sont expérimentés. Et donc, ils ont fait ce qu'il fallait faire pour gagner le combat. En tout cas, Oumar a fait ce qu'il fallait faire. Paulin, je pense qu'il va s'en vouloir. Parce que quand il va regarder les vidéos, il va se rendre compte qu'il y avait de la place et qu'il aurait pu faire certaines choses qu'il n'a pas osé faire. Des choses qu'il fait souvent à l'entraînement avec des athlètes beaucoup plus expérimentés qu'Oumar. On va passer au co-main et au main event, donc oui. Pour la première ceinture, déjà, petit point sur la ceinture Ares Fighting Championship. C'est peut-être la seule ombre au tableau où il y a quelques critiques et je te laisse expliquer la situation, bien évidemment. D'ailleurs, tu t'en as déjà parlé sur Twitter un petit peu. Oui, les critiques sont justifiées. Les critiques sont justifiées parce que si une organisation de la Kaby d'Arès considère que ça, c'est sa ceinture définitive, alors il y a un problème. Mais bon, voilà, on ne l'a pas dit avant, on ne l'a pas dévoilé, mais on a, on a fait face à quelque chose de très difficile. On a notre artiste fondeur qui s'occupe de faire les ceintures, des ceintures ultra chères pour le coup. C'est de la très bonne cam. Voilà. Qui a pris beaucoup de temps de travail pour ce qu'on lui demandait, pour la matière qu'on doit mettre dessus, pour la qualité du cuir, pour la qualité de ce qu'il y a à mettre dessus comme feuille d'or, pour la qualité des bijoux et des pierres, le choix des pierres qu'il y a à mettre dessus, la personnalisation de chaque plaque avec le drapeau de la personne, le nom de la personne, la catégorie de la personne, ça prend beaucoup de temps. Et donc, du coup, on avait fixé une date qui était très précise. C'était limite déjà la date. Il se trouve qu'à moins 15 jours de l'événement, on a l'acteur principal de cette société-là qui s'occupe de nos ceintures, qui fait un malaise cardiaque. Il est interné. Donc, du coup, il y a tout ce qui s'arrête d'un coup. Donc, je vous laisse un peu imaginer ma position. Je suis un entrepreneur, j'ai donné une date. J'ai donné des dates à des athlètes. Je leur dis, vous allez faire 2 ceintures. J'ai le choix d'annuler les ceintures ou j'ai le choix de livrer ce que j'ai promis. J'ai fait le choix avec mes collègues de livrer ce qui a été promis, c'est-à-dire 2 titres mondiaux. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais appeler constamment mon collaborateur et lui demander de ses nouvelles. Mais je demande de ses nouvelles pour être sûr que son cœur va mieux, mais je ne peux pas trop lui parler de mes ceintures. Mais je n'en peux plus, tu vois. J'ai juste envie de lui dire, bon, est-ce que tu peux juste me dire si j'aurai les ceintures? Est-ce que tu as laissé une mission à quelqu'un, quoi? Est-ce que sur ton lit de mort, tu as pu faire quelque chose, tu vois ce que je veux dire? Mais tu ne peux pas faire ça, parce que je pense vraiment à lui et je me dis, le pauvre, il a un problème cardiaque, il a des soucis. On a eu vraiment beaucoup de soucis. Et malgré toute cette complication qu'il a eue, bon, il va bien, il est sorti de l'hosto, il a repris le travail, mais il me dit, on est juste, je ne pourrais pas le faire. C'est impossible, je ne peux pas m'en sortir. Je peux préparer quelque chose, il faut envoyer les ceintures et puis il faut envoyer les dates des titres, on va faire ça. 2 semaines après, j'aurai les ceintures. Mais là, tout de suite, je ne peux pas les avoir. Et je dis, non, je ne peux pas renvoyer. Et on est arrivé à la conclusion, je dis, prépare-nous quelque chose en résine. C'est de la résine. C'est une ceinture en résine qu'on a préparée pour symboliquement pouvoir donner euh, euh, ce titre-là. Et donc, j'ai vu en avance les 4 protagonistes. Je suis allé les voir encore dans les vestiaires. Salut les gars, tout à l'heure, vous allez recevoir une ceinture. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas du tout la bonne ceinture. Vous allez le constater rapidement. C'est juste voilà quoi, un prototype de ceinture. Voilà, c'est de la résine. Et vous aurez vos ceintures, vous allez recevoir à domicile ou dans le cas de Abdul,
il va passer sur le siège d'Arès à Paris, dans le 17e, et il va recevoir sa ceinture. Donc voilà, je suis content pour les détracteurs qui essayent de trouver quelque chose de négatif sur les réseaux sociaux et qui sont très contents de se dire, ah, elle est pétée la ceinture d'Arès, mais je vais vous décevoir. Ça va être très compliqué quand les ceintures arrivent et vous allez voir que c'est pas pareil. C'est que quand on a une organisation comme Ares, vous voyez bien qu'on ne lésine pas sur les moyens pour mettre les athlètes bien. Vous voyez bien qu'on ne lésine pas sur les moyens pour avoir la qualité de la production. Vous voyez bien qu'on ne lésine pas sur les moyens pour avoir un staff solide. Vous imaginez bien qu'on ne va pas ramener des ceintures en Lego ou en carton. C'est que c'est pas le but. Mais encore une fois de plus, il faut être un entrepreneur pour comprendre ce à quoi on a fait face, de pouvoir solutionner quelque chose ou un imprévu, on s'est dit on va y aller jusqu'au bout, on ne lâche pas l'affaire, on va livrer ce qu'on a promis aux gens, 2 titres mondiaux. Et la symbolique du titre qui est la ceinture arrivera plus tard. Donc voilà, je vous remercie ceux qui ont été patients et qui n'ont pas été méchants avec nous. Et puis, je remercie aussi ceux qui ont taillé la ceinture parce que c'est bien, ça fait de l'activation et ça fait de la communication sur ça, c'est bien. Exactement. Alors donc Danilo Suzar qui s'est imposé face à Benjamin Sage. Selon toute vraisemblance, il devrait affronter Marcel Sichef lors de sa première défense de ceinture. Toi, qu'est-ce que t'as pensé de ce combat? On a eu l'impression que c'était peut-être le moins apprécié, en tout cas du public du Dôme de Paris. Normal, il a été long. Avec la stratégie d'avoir l'opposition entre un striker et un grappleur pur qui est en train de tirer dans la garde et qui marche sur ses fesses pour aller chercher l'adversaire ne me pose pas un problème. Mais si c'est pas long, si c'est sur un round et que finalement il y a une soumission vite fait à un moment donné, tu as vu quand Benjamin Sey qui a combattu contre Aboubakar Bakar Bathily, Bathily, ouais. comme le combat a été short finalement, c'était la même configuration. On avait Aboubakar Bathily qui a réussi à sortir 2 ou 3 fois des tentatives de soumission. Il appelait Benjamin debout. C'était plutôt beau, c'était plutôt, comment dire, amusant de savoir qu'il y a complètement 2 adversaires avec des styles diamétralement opposés. Le public commence à apprécier ça. Il commence à savoir qu'il y a un mec qui est un expert au sol et il y a un autre qui est un striker et c'est compliqué. Maintenant, ce qui était relou, c'est 2 éléments. L'arbitrage qui n'a pas dynamisé le fight parce qu'il y a plein de fois où je me disais, bon, là, on peut remonter le combat pour qu'il y ait de l'action. Alors que le but aussi de l'arbitrage, c'est ça, c'est dire, OK, je vais animer l'événement. Si je sens que ça dort, je vais stopper et remonter le combat pour qu'on reprenne de l'action. Quand il n'y a pas une tentative de soumission, bien entendu. Mais ça a été compliqué. Ensuite, il y avait le fait que, parce que moi, je ne suis pas d'accord, hein, c'est que la lecture de jeu, si ça vient du public, du pur public qui découvre le MMA et qui est en train d'apprendre sur le MMA, je comprends et je valide le fait que les gars ne soient pas bons pour eux, parce que c'est la vision des choses. Mais si on prend des jeunes qui viennent d'arriver, on parlait de Tekena contre Iris Mahmouzet qui ont 0-0 et qui ont fait l'un des combats qui aurait pu être le combat de la soirée aussi. Bah, elles sont à l'âge de la pierre taillée quand on les compare au combat du Common Event, parce que le Common Event, c'est beaucoup d'expérience de la part de Souza qui a 9 combats qui étaient, pour la petite histoire, je vous les ai dit, qui étaient prévus pour combattre sur Abu Dhabi contre Cyril Gane quand son combat était annulé à l'époque. Vous dire le niveau qu'il a, la vision que l'UFC a de lui. Donc voilà, quand vous voyez l'opposition entre Benjamin Seyik et puis Danilo Souza Suzar. Danilo, bah, on voit bien qu'il y a une très grosse expérience d'un côté, en tout cas du côté de Danilo qui a déjà 9 combats, donc il est passé à 10 combats. Ce Danilo, c'est quelqu'un qui a été, c'est un prospect de l'UFC qui a failli combattre contre Sergan. Et en face, on avait un jeune qui a juste sur 4 victoires, 4 combats, 4 victoires, et qui est un expert sur son art. Et qui n'avait jamais vu le deuxième round. Qui n'avait jamais vu, qui ne fait que des finalisations. Donc, si tu veux, c'était un combat. Techniquement, les deux sont bons, chacun à son niveau. C'est qu'on est d'accord que si je donne le niveau de sol de Benjamin Seyik à, je sais pas moi, à un Sergan ou un Francis Ngannou, ça devient une machine de guerre, quoi. Ça devient, voilà. Mais malheureusement,
dans l'opposition à la question, ça a été très long. 25 minutes de combat comme ça, c'est dur. Si l'arbitre ne nous aide pas et qu'il relève le combat, s'il n'y a pas un cas ou une soumission qui arrive, c'est très long. Et donc, je comprends complètement le public et ça, c'est la magie des match-ups. Des fois, tu fais des match-ups où tu t'attends pas du tout à ce que ça explose. C'est pour ça que je vous dis, n'essayez pas de prendre vos billets en attendant de regarder la Fight Card avant de prendre vos billets. Prenez vos tickets en avance parce que c'est du Kinder Surprise, quoi. Enfin, vous aurez un maximum de beaux combats et puis des fois, il y aura des Kinder Surprise où peut-être ça négatif, peut-être ça positif, vous ne savez pas. Là, pour le coup, c'était un match qui, sur le papier, pouvait donner quelque chose d'extraordinaire, mais non, ça n'a pas été ça n'a pas été ça. Moi, c'est pareil, hein, je me suis ennuyé à un moment donné. Je souhaitais que l'arbitre remonte le combat sur le main event. Et puis, voilà, on verra bien. On reverra Danilo Souza contre Marcel Sechev, probablement sur Ares 5. D'accord, donc rendez-vous en avril pour ce combat-là. On va passer maintenant bien évidemment au main event. Donc c'était Abdul Abdouragimov contre Pepe Godofredo, qui est donc vétéran de l'UFC. Bon, voilà, braquage une nouvelle fois d'Abdul Abdouragimov qui claque les deux bonus. Là, plus que jamais, on a envie de se dire, bah ça y est, il est l'UFC l'attend. Toi, t'as pensé quoi de sa performance tout simplement? Soumission au premier round. Le travail est fait. Extraordinaire. Extraordinaire. Très belle soumission. Il n'est plus à présenter. Enfin, voilà quoi. Le public l'a trouvé, il a trouvé son public. Il n'y a rien à dire, c'est une star aînée, quoi. C'est ça le rôle d'une promotion sportive. C'est de fabriquer des stars comme ça pour le public, que le public puisse les accompagner et qu'ils accompagnent le public. Moi, j'ai trouvé ça magnifique. La performance, une intensité incroyable. La politique du bonus offensif commence à faire son rôle. La manière de payer, de récompenser le côté offensif commence à faire son rôle. C'est pas un hasard si sur du combat, il n'y a que 2 décisions. C'est pas un hasard. C'est parce qu'encore une fois de plus, une jeune fille comme Alexandra Tekena, elle fait son premier combat et en plus de son salaire qui est vraiment, vraiment au-dessus de tout ce que c'est fait en Europe, elle réussit à avoir 10 000 euros de bonus de KO. C'est juste phénoménal quand tu fais ton premier combat de MMA et que tu passes sur UFC Fight Pass, qui est worldwide, et que tu prends plus que ce qu'un combattant de l'UFC ne prend. C'est génial. Et, 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 et donc, euh, je pense que ça commence à faire son effet, ce travail-là, de dire que quand tu fais l'offensif, tu gagnes quelque chose. Parce que Godfredo voulait ce bonus-là. Le combat arrive et puis il va comme une Genou balle de fusil sauté, de ouais, l'autre non, côté. c'est clair. Genou sauté, clinch, tentative d'amener au sol, retournement, retentative d'amener au sol, soumission dans la foulée. C'était d'une violence incroyable, quoi. C'était ultra, ultra offensif. Et donc, du coup, dans ce scramble de folie, Abdul démontre encore qu'il est un master de celui qui contrôle chaque moment du combat. Et il va placer une soumission. Je ne m'y attendais pas du tout. Non, je n'étais pas prêt. On dit reverse triangle, mais ce n'était pas aussi clair que ça. Je ne m'y attendais pas qu'on arrive sur un triangle inversé à ce moment-là. Et il règle le problème très rapidement. Et encore une fois de plus, il a délivré. Le public l'attend. Il est très stressé au début du combat. Il a toujours dit, hein, moi je suis un lazy king, mais très stressé. Ce qui m'a plu d'ailleurs à l'époque je l'avais signé en management, c'était qu'il parlait avec beaucoup de sang-froid de ses peurs, de ses craintes, ce que pas beaucoup d'athlètes font. Les athlètes font semblant de ne pas avoir peur d'être blindés, de ne rien ressentir. Et il parlait avec beaucoup voilà, sans pudeur de ce qu'il ressentait. Et je pense que c'est ce qui le rend fort. En tout cas, il fait un très beau combat. Naturellement, il a le bonus offensif. Naturellement, il a le bonus de la soumission puisqu'il fait une soumission ultra compliquée, ultra rare. En général, quand tu vois un reverse triangle à l'UFC, il y a un bonus qui tombe. Et donc, oui, très satisfait de lui. La politique qu'on a avec Megas sur Ares, c'est de les pousser vers la grande maison qui est l'UFC parce qu'on
on est bien avec l'UFC, on est vraiment bien. Ils apprécient beaucoup ce qu'on fait. Ils ont à l'œil ce qu'on fait et ils attendent de nous qu'on fasse monter des personnes et qu'on leur fasse des passes. Maintenant, aussi bizarre que ça vous paraisse, on a la chance d'avoir des gens qui aiment vraiment quand ils ont goûté à Arès, ils aiment Arès. Alors que là, ce week-end, on avait déjà pris les billets d'avion pour Taylor Lapillus. On avait déjà pris tout ce qu'il fallait pour qu'il aille coacher Alan Bodo, comme on le fait d'habitude. Parce qu'il y a, sur la carte d'Alan Bodo, en février, il y a 3 bantamweight. Ça donne 6 possibilités de gars qui puissent avoir le Covid ou de blessures. Et donc, s'il y a un sort, Taylor Lapillus a le visa, Taylor Lapillus est bankable, Taylor Lapillus a déjà reçu le contrat de l'UFC qu'il n'a pas honoré, donc c'est avec plaisir qu'il rentrait à l'UFC. Et vous n'allez pas me croire, la réponse de Taylor Lapillus, ça a été non, Lucky, j'ai assez fait pour que je rentre par la grande porte. Je ne vais pas aller traîner à l'UFC pour qu'éventuellement, s'il y a un blessé, on m'appelle. On a une belle organisation. Moi, je reste là. Moi, j'ai envie de combattre sur le mois d'avril. Et si jamais l'UFC arrive, je ferai mes valises, j'irai, mais je ne vais pas courir après l'UFC. Je ne vais pas aller traîner sur la cour de l'UFC au cas où il y a un blessé. Et c'est la même chose qu'on a aussi de la part d'Abdul, de dire, moi, je veux l'UFC. Abdul le dit clairement, je veux l'UFC, il n'y a pas à discuter. Donc, je suis d'accord avec toi, mais je ne cours pas, je ne suis pas pressé. Je suis très bien payé, je suis très bien traité et je ne peux pas me plaindre. Et donc, quand l'UFC va arriver, je serai posé, je n'aurai pas de problème. Si jamais il n'appelle pas encore pour le moment, je vais attendre patiemment, je ne vais pas forcer les choses. Donc voilà les gars, si vous avez bien écouté, Ares 5 normalement, on aura donc le titre heavyweight et le retour de Taylor Lapillus pour Ares 4. Restez branchés, c'est le 10 mars, voilà, vous serez mis au courant bien évidemment. UFC 271 fait annoncer ce week-end, Israël Adesanya, Robert Whittaker volume 2. J'aime bien ces deux personnages et je suis impatient de regarder ce combat-là. Ensuite, Jarek Cannonier contre Derek Brunson, là c'est intéressant pour la suite de la catégorie middleweight. Yes, complètement intéressant. Moi, j'ai l'impression que Jarek Cannonier va créer, va finaliser le combat avec un KO. J'ai Oh, l'impression. J'ai l'impression. Il est dur au mal. Il est vraiment dur au mal, Cannonier. Je pense que ça va être un gros combat dur sur le premier et le deuxième round en termes de lutte de la part de Bronson. Mais je pense qu'on va finir par une espèce de KO. alright. Et pour finir sur cette catégorie middleweight, parce que bon, il y a quelqu'un qui s'appelle Nassourdine Imavov qui va avoir un sacré rendez-vous avec Kelvin Gastelum en avril prochain. Est-ce que t'as regardé, enfin oui, bien évidemment, t'as regardé, c'était sur le Twitter de Fernand Lopez, Sean Strickland contre Jack Hermanson. Est-ce que toi là, Sean Strickland, tu commences à te dire, bon, on a un contender sérieux, ou tu commences à voir l'espèce de plafond pour lui? Non, il est compliqué. Strickland, comment dire, il est orthodoxe. Il n'y a rien qui fait de spécial, mais il faut commencer à se dire que si ces mecs traversent les gens comme ça, gentiment, avec un jab et avec une manière très raide de boxer, mais qui est dans sa raideur, il y a du relâchement, c'est complexe en fait à gérer. Et je ne sais pas encore, je n'ai pas encore étudié en profondeur tous ces combats pour pouvoir faire une stratégie vis-à-vis de Nassoudine, par exemple. Mais je sais que ça devient un contender. C'est pas, comment dire, son adversaire n'est pas simple. Hein. C'est que Emerson, c'est pas n'importe qui. Et même si je déplore la stratégie qui a été mise en place de sa part, je déplore le fait que il aille boxer et qu'il sorte. Quoi. Enfin, quand tu as ce niveau de boxe vis-à-vis de l'autre qui te déborde, je n'aurais pas conseillé va toucher, sort, touche, sort. J'aurais conseillé touche, reste dedans, reste touché, colle-le, va le coller, reste collé à lui, laisse pas de l'espace. Mais bon, en tout cas, Sriblan, il commence à m'intriguer. Je me dis, il y a quelque chose qui se passe qui ne fait pas de spécial, mais il doit être bœuf, il est très difficile à amener au sol, il y a des choses qui ne sont pas perceptibles comme ça à l'œil nu et qui m'inquiètent. Je pense qu'il devient un contender à prendre au sérieux.
On a fait le tour, monsieur. On a fait le tour des actus particulièrement chargées de cette semaine. Voilà, on se retrouve bien évidemment la semaine prochaine. Donc King Energy, vous le savez, disponible sur YouTube, mais aussi sur le canal dédié sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, et j'en passe. Voilà, je pense que c'est Ils tout. vont, ils, Pardon? ils vont t'en vouloir à tes followers si tu ne leur donnes pas des questions sur deux qui ont des successifs. C'est vrai, c'est vrai. Ils vont t'en vouloir un Ah peu, bah, hein. alors écoutez, ce qu'on va faire, c'est que la semaine prochaine, donc récap de l'UFC 271, et le King qui va répondre à vos questions, ça se passera dans l'onglet, dans l'onglet communauté, le King répond à vos questions, vous poserez vos questions directement dessus, et on en sélectionnera 5. 5 la semaine prochaine. Voilà, je pense que là, tout le monde sera ravi. Let's go. Bah voilà ce qu'il faut faire. Il faut penser à eux. Et voilà. Okay? Parce que eux, ils vont penser à toi tout à l'heure. Ils vont remettre le clic, ils vont mettre l'abonnement, ils vont s'abonner, commenter et tout ça. Donc, il faut penser à eux. Merci beaucoup, les gars. Merci pour le soutien. Je tiens à communiquer directement aux abonnés des événements ARES. Merci beaucoup. Vous êtes un public sympa. Merci pour le soutien. Et on sent l'engouement qui se passe, on sent ce qui est en train de se passer. Et donc, continuez comme ça et on vous écoute. On est à l'écoute pour faire les choses de mieux en mieux. Et voilà, merci du soutien et on se dit à quoi le 10 mars. C'est ça. À suivre, à la semaine prochaine.